Madame, Monsieur, bonsoir. Il faut pouvoir répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Alors, ces défis relèvent des questions profondes, mais nous allons particulièrement nous intéresser à la justice sociale, à l'équilibre de vie. Le profil des familles change depuis des décennies. La famille classique, la famille monoparentale, la famille recomposée, la famille homoparentale. Alors, pour leur bien-être, il y a forcément une notion importante d'économie et de social à prendre en compte pour garantir l'équilibre de la cellule familiale et de ses membres. D'où l'importance pour l'État, pour le gouvernement, d'encadrer et de porter assistance aux populations, notamment les plus vulnérables, à travers certains ministères dédiés. Parce que la famille est placée au cœur du développement durable. C'est un sujet d'actualité qui fait débat. C'est un sujet crucial pour concourir au processus de développement des nations, donc de notre développement. Nous avons 4 débatteurs ce soir pour en parler, de sensibilités différentes, mais complémentaires. Monsieur Latte Didier est avec nous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Vous êtes secrétaire exécutif de l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, dites-nous, quel lien est-ce que vous faites entre le bien-être de l'enfant et la famille au cœur du développement durable? Merci, Mariam. L'enfant, c'est la personne la plus fragile de la famille. Nous dirons la personne la plus vulnérable de la famille, qui a besoin d'être assisté, supporté, encadré, jusqu'à ce que cet enfant-là devienne aussi à son tour une personne apte à créer une famille. C'est pour cela que toutes les attentions sont portées sur cet enfant, sur ces enfants, afin qu'elles puissent véritablement évoluer. Mais elles n'évoluent pas seules. Ces enfants évoluent avec l'encadrement des femmes, des hommes, des pères, des mères, de toutes les personnes qui constituent la cellule familiale. Parce que la cellule familiale est cette cellule de base-là que le ministère de la Femme, Famille et Enfants, au niveau du gouvernement de Côte d'Ivoire, aide à vivre dans un cadre de bien-être, véritablement. Très bien, en tout cas, merci d'être là et de nous éclairer. Monsieur Jean-Marc Agnero, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Marianne. Vous êtes responsable de l'ONG Génération sans divorce. C'est bien cela. Alors, on entend bien votre combat, mais rassurez-nous, quand on est divorcé, quand on est célibataire, est-ce que l'on peut également concourir à l'édifice du combat de la famille au cœur du développement durable? Bien évidemment, parce que le divorce n'est pas la fin, n'est pas la cessation de la vie. Et donc, tant qu'une personne respire, tant que son potentiel, ses capacités peuvent servir, cette personne-là est utile, malgré son statut de divorcé ou de célibataire. Et donc, le développement durable compte bien évidemment sur les personnes même dans une situation de divorce. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Nous avons notre sociologue, M. Seybi Jamal. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Alors, en tant que sociologue, vous avez été très heureux d'accepter cette invitation sur notre plateau pour ce sujet-là, mais j'ai senti un bonheur particulier. Dites-nous pourquoi. Bon, ma grande satisfaction vient du fait qu'on allie là fondamentalement une institution essentielle pour nous les sociologues, la famille, dans son rôle de, on va dire, d'édification des consciences qui accompagne le processus de socialisation de l'enfant qui atterrit dans ce cercle de sociabilité que constitue la famille. Mais en même temps, en parlant de développement durable, on se projette dans l'avenir et on veut s'assurer que ceux qui ne sont pas encore ici, je veux dire dans la vie ici-bas, puissent bénéficier, j'allais dire, des mêmes chances que ceux même qui vivent en ce moment. Et donc, nous, on se dit que on est en plein dans l'humanité. L'humanité qui a 3 dimensions, le passé, le présent et l'avenir. Et c'est pour cela que nous sommes très heureux de contribuer au débat ce soir. Merci d'être là. Merci.
Monsieur Alafé Wakili, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste et directeur de l'Intelligent d'Abidjan. Vous êtes habitué à porter un regard, à écrire, à dénoncer, à encourager les faits de société, la société dans laquelle nous vivons. Alors, quel est votre ressenti lorsque l'on parle de développement durable et de la notion de famille? C'est un ressenti d'un sujet pertinent, d'une évidence, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans famille, sans une base familiale d'abord, et ensuite il n'y a pas de développement durable en dehors de la famille. Famille parce que personne, aucun être humain ne naît adulte. Il passe par plusieurs étapes. Et quand je dis famille, ce n'est pas forcément l'homme et la femme. Vous avez parlé de homoparentalité, de monoparentalité, donc il y a plusieurs paramètres. Donc on aura l'occasion d'en parler. Mon sentiment est que c'est un débat pertinent à faire et qui se justifie. Très bien, merci d'être là ce soir. Alors, nous parlons donc de ce sujet fort intéressant et il y a des actions qui ont été menées par le ministère de tutelle, donc le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Et parmi les actions les plus médiatisées ces dernières semaines, nous avons clairement noté la commémoration de la Journée internationale de la femme, qui en était à sa 29e édition. Et cette journée a été commémorée à Nono particulièrement. C'est ce qui a attiré notre attention, avec des familles pour lesquelles le gouvernement est venu en aide, et des femmes pour leur autonomisation. Donc ce qui constitue un peu l'essentiel de notre sujet. Vous l'avez compris, on parle de famille, on parle de femmes, on parle d'enfants. Donc déjà, quel est votre sentiment, vous, en tant que ministère? C'est une opération qui va être éclatée, c'est une opération éclat. Vous avez l'impression que c'est une pierre à l'édifice ou bien c'est suffisant? Je termine avec ce que vous dites. Ce ne sera pas suffisant. Nous sommes à la 29e édition de la commémoration de la Journée internationale des familles. Et chaque année, il y a cette journée qui est commémorée dans une localité après que le ministère de la Femme, Famille et Enfants ait pris le temps, au regard des informations que ce ministère a sur la vulnérabilité des familles dans certaines localités, de faire un focus sur cette localité en y apportant l'assistance qu'il faut à des familles dites vulnérables. Cette action ne s'arrête pas. Le ministère de la Femme, Famille et Enfants a une année d'évaluation sur les actions qu'elle mène avec ces familles dans ces localités, pour évaluer et aboutir à d'autres actions en plus ou porter une autre assistance d'un autre type à d'autres familles dans d'autres localités. Vous comprenez que cette année, si c'est Anono qui a été choisi, c'est bien parce que lorsque la direction de la promotion de la famille du ministère de la Femme, Famille et Enfants a mené ses actions d'évaluation, elle s'est rendue compte que dans cette localité, qui est en réalité un village au sein de la ville d'Abidjan, les populations ont continué de vivre comme dans un village avec des essences de vie traditionnelle, et ces communautés où les femmes émergent avec leur manière de vivre, de supporter ces familles-là, ces communautés ont eu besoin d'être appuyées par le ministère Femmes, Famille et Enfants. C'est ce qui a été fait. Et dans les actions qui ont été déroulées, vous voyez que ça ne se limite pas à donner juste des vivres et des non-vivres, mais il y a des projets financés, au moins 200 projets de femmes qui sont financés. Et ces projets-là seront accompagnés jusqu'à ce que ces femmes aboutissent à leur autonomisation et que leur famille en profite. Parce que tout simplement, le ministère de la Femme, Famille et Enfants fait le constat que lorsqu'une femme accompagne une famille, cette famille-là réussit. D'accord, nous avons un élément à vous proposer. C'est un reportage qui est signé Seydou Ouattara sur le sujet. La célébration de la Journée internationale de la famille fait prendre conscience davantage de l'importance de la famille dans le développement d'un pays. Une famille est une synergie d'actions qui se mobilise pour apporter quelque chose de qualificatif dans le pays. Étant donné que ce sont les familles qui procréent, alors le gouvernement accorde la priorité aux familles, mais surtout a tenu à indiquer son engagement fort pour elles.
À l'occasion de cette célébration et dans la volonté d'impacter positivement plusieurs familles, le gouvernement s'est fixé pour objectif de rendre autonomes 200 familles à travers le financement d'activités génératrices de revenus. AJR. Elle est une occasion pour les États d'identifier de nouvelles stratégies à adopter pour aider la famille à jouer pleinement son rôle de maintien de la paix et de la cohésion sociale, de création de richesses indispensables à l'épanouissement de ses membres. La famille est le socle de la société, car c'est la première société naturelle de tout citoyen parce qu'on y trouve l'unité, le réconfort, la sécurité et le soutien. C'est le lieu de transmission des valeurs fondamentales par excellence. De retour en studio, nous allons demander à M. Agnero de réagir par rapport à l'élément de reportage qui vient de passer. Je viens de voir des familles en joie, des visages qui étaient pleins de bonheur. J'ai vu des enfants souriants. Et c'est à la vérité ce qui fait une famille, le bonheur, la joie. Et toute action qui est menée dans le but de favoriser ce bonheur-là, cette joie-là, est véritablement une action louable. Et je crois que le ministère, dans son activité, dans son travail, par rapport à la famille, à la femme, à l'enfant, je pense, est sur la bonne voie et dans de très bonnes actions. Voilà. C'est un sentiment personnellement de joie qui m'anime quand je vois des personnes, des familles qui sont souriantes. Nous avons vu un monsieur qui embrassait sa femme devant la télévision. C'est vraiment des images qu'on veut voir dans toutes les familles. Très bien. Alors, M. Seibi, quel est votre sentiment? Et vous pensez que c'est surfait ou bien ça reflète un peu la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Bon, moi je me dis que c'est un aspect, mais vraiment c'est la partie idyllique qu'on a vue, mais la famille a un visage beaucoup plus complexe. Quand je dis beaucoup plus complexe, c'est le lieu où on est projeté dans la vie, c'est le lieu où on souhaite, j'allais dire, vivre la plénitude du bonheur, mais c'est aussi le lieu où on rencontre des difficultés qu'on transporte, j'allais dire, dans la grande société. Ça veut dire, c'est pour cela qu'on parle du ministère, puisque le ministère, c'est, on m'a dit, la forme institutionnelle que la famille a, c'est ce qu'on prend sur la dimension d'un territoire, c'est ce qui fait l'État. Donc ici, on va dire, c'est vers ce que nous avons vu qu'on tend, mais la famille elle-même, elle est dans une situation qu'on pourrait qualifier de crise. Quand je dis crise, il y en a au niveau de l'éducation, il y en a au niveau économique, parce qu'on a parlé des activités génératrices de revenus. On ne parle pas d'activités génératrices de revenus lorsque on est dans un contexte de, on va dire, de plein emploi. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations défavorables par rapport à d'autres. Et l'État qui est le père et qui a, j'allais dire, cette responsabilité-là d'aider tout le monde, regarde parfois les plus vulnérables pour leur apporter le secours qu'il faut. Et donc, c'est vraiment pour dire que si on n'équilibre pas les choses, c'est l'éducation qui en souffre. S'il y a un manque d'éducation, s'il y a un manque de soins, l'individu qui se projette dans l'avenir, il y va avec, j'allais dire, une crise individuelle, mais qui va devenir une crise sociétale parce qu'il va toujours rentrer en contact avec des individus. Sa frustration, sa crise individuelle devient une crise sociale et c'est pour cela qu'il faut faire attention à la manière dont les individus vivent dans les familles. Et j'apprécie, on va dire, à sa juste valeur, ce que l'élément vient de nous projeter. Voilà. Monsieur Alafé Wakili, alors, dites-nous, entre ces belles images, comme l'a souligné Monsieur Agnero, qui, ma foi, donnent de l'espoir, et la réalité des papiers que vous avez pu écrire sur la situation, quelle lecture vous faites? Non, la réalité est que bon, tout n'est pas rose. Et d'ailleurs, le ministère a reconnu en lançant en marge de cette journée le projet Zéro enfant dans la rue. Maintenant, c'est que les familles sont là, mais il y a des enfants dans la rue. Il y a des enfants dans les rues.
L'objectif a été de les sortir de la rue. Il y a eu des opérations avec des bus. Est-ce qu'ils ont été tous réinsérés? Est-ce qu'ils ne sont plus dans la rue? C'est ça aussi la réalité. Donc, il faut créer les conditions pour que la famille retrouve tout son sens. Dans d'autres pays, c'est peut-être, entre guillemets, des clochards et puis des adultes qui sont dans les rues. Ce n'est pas souvent les enfants. Chez nous, il y a des enfants qui sont dehors, qui dorment dehors, et je crois que c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire changer. Très bien. Alors, il y a énormément de points dont on va parler ce soir, mais avant d'en arriver aux remarques, dites-nous de manière énumérée les actions fortes. Si je vous parle par exemple de la santé, alors dites-nous dans quelle mesure est-ce que le ministère monte au front pour assister les populations dans la santé? Merci Mariam. Nous avons l'article 5 de notre Constitution qui dit tout simplement que la famille est la cellule de base de la société et que l'État a pour mission de protéger la famille. C'est pour cela que cet État-là met au travers de son gouvernement avec différents ministères. Et sur le plan santé, le ministère de la Santé accompagne les familles avec beaucoup d'actions. On va citer pêle-mêle quelques actions. Le fait de savoir qu'une famille peut être vulnérable, sa vulnérabilité, c'est une vulnérabilité économique. Elle peut ne pas avoir suffisamment de moyens pour pouvoir prendre en charge des frais médicaux des familles, des enfants, etc. Le gouvernement pense assister ces familles-là en leur permettant tout simplement, pour certaines catégories, d'avoir des formes de gratuité. Je peux vous informer par exemple que les enfants de 0 à 5 ans sont soignés gratuitement pour le paludisme. Les enfants de 0 ans jusqu'à 6-7 ans ont bénéficié d'un programme élargi de vaccination où l'État donne gratuitement la vaccination et il subventionne ces vaccinations-là pour que tous les enfants puissent être vaccinés et qu'ils ne puissent pas tomber malades. Dans chaque hôpital en Côte d'Ivoire, dans tous les centres de santé, vous disposez d'un service social. Le service social se dispose là pour accueillir les familles en situation de vulnérabilité qui ne pourraient pas supporter certains coûts au niveau médical. Et ce service social produit un rapport qui montre que la famille ne peut pas. Et ces coûts-là sont supportés par l'État. Ces services, ces centres médicaux et autres supportent ces coûts-là pour le compte de l'État. L'État dispose d'un partenariat avec des institutions spécialisées. Je ne sais pas si je fais de publicité, mais avec certains centres spécialisés, à la fois dans le public et que dans le privé, pour soutenir des enfants qui sont malades de grosses pathologies. On appelle ça des prises en charge. Il existe ce type de prise en charge qui accompagne ces familles en situation de vulnérabilité. Et ça aussi pour des femmes, pour des hommes, certaines pathologies sont accompagnées. Il y a bien d'actions comme ça dans le domaine de la santé qui sont supportées par l'État pour simplement permettre de protéger véritablement ces familles et que ces familles ne se disloquent pas tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas assurer le volet santé. Je peux continuer pour vous dire qu'il peut arriver que dans une famille, la simple maladie d'un membre de la famille affecte le fonctionnement de la famille. Oui. Tous les autres membres de la famille peuvent ne pas bien vivre tout simplement parce qu'un seul est malade. L'État en est conscient et c'est pour cela que toutes ces actions-là sont menées pour permettre à la famille de bien se comporter. Je suis sûr que vous avez des remarques à faire. Mais moi, j'aimerais vous poser la question suivante. Lorsque le citoyen lambda se rend à l'hôpital public et avec un enfant malade ou lui-même malade, souvent on demande de l'argent pour le prendre en charge en disant qu'il faut qu'il ait de l'argent pour les premiers soins où on donne déjà le montant de l'ordonnance. On lui dit va chercher puis tu reviens. Pourtant, vous nous parlez de gratuité, d'assistance, mais dans l'urgence, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Je crois que les choses évoluent. On avait ces informations anciennement, c'est possible qu'il y en ait aujourd'hui, mais je vous assure que depuis 2014, l'État a mis en place ce qu'elle appelle la couverture maladie universelle. Et il demande à chaque Ivoirien de cotiser un minimum et pour qu'à la fin, chacun des Ivoiriens, chacun de nous tous, puisse bénéficier de soins médicaux, mais à des coûts vraiment agréables. Et cette couverture maladie universelle, d'abord, je vais commencer par encourager tout le monde à y adhérer,
Mais dans l'essayage, dans la manière de le faire, de pratiquer cette couverture maladie universelle, il y en a qui rendent beaucoup de témoignages. Il faut dire qu'anciennement, quand j'allais à l'hôpital, on me demandait de payer 3 000 francs ou quelque chose. Mais aujourd'hui, avec 100 francs, 150, 500 francs, j'arrive déjà à avoir accès à l'hôpital et les choses se passent bien. C'est déjà montré que ce système de protection existe. Il faut y adhérer pour que ça vous sorte de l'ancien régime dans lequel vous étiez obligé de contribuer avec toutes ces charges qui existent. D'accord. Monsieur Alfé, vous êtes d'accord avec... Oui, je suis d'accord. Il y a sûrement un peu de résistance, mais des efforts ont été faits. Les efforts ont été faits, notamment pour les enfants, les femmes enceintes et certaines catégories vulnérables. Maintenant, il y a que la mesure n'est pas peut-être correctement expliquée comme il faut. Et puis, pour certains cas urgents et certaines pathologies qui n'entrent pas dans le cadre de la gratuité, il faut interpeller les différents services et les ministères concernés pour faciliter l'accès aux soins. Et puis, pourquoi pas, à côté des services sociaux, du service social dans les hôpitaux, mettre en place peut-être des services de recouvrement et des dispositifs de traçabilité des usagers et des patients pour permettre que les frais médicaux soient payés une fois qu'ils sont soignés. Parce que souvent, c'est pour des montants dérisoires qu'il y a des drames. Ça peut aussi être élevé, ça peut aller jusqu'à 1 million ou 2. Mais il faut pouvoir privilégier les soins et créer les contextes à cet effet et puis mettre en place des dispositions pour que ceux qui ont été soignés puissent payer lorsqu'ils ont été guéris. D'accord. Alors, allocation familiale, par exemple. Est-ce qu'il y a un bon système de prise en charge par rapport aux allocations familiales? Merci Mariam. Je ne vais pas revenir sur la genèse de l'allocation familiale, mais l'allocation familiale, au départ, c'était pour encourager les Ivoiriens à créer des familles, de vraies familles. Ne pas faire des enfants, les abandonner, parce que ça arrivait que quelqu'un fasse un enfant, il ne reconnaît pas, ou d'autres filles mettent au monde des enfants, les abandonnent. Mais lorsque quelqu'un justifiait du fait qu'il avait mis au monde un enfant depuis le temps du père fondateur jusqu'à maintenant, on a mis en place une allocation familiale qui encourageait des personnes à créer de vraies familles. Lorsque vous avez des enfants, l'État vous soutient à des sommes assez, je ne pourrais pas donner des chiffres maintenant parce que je ne les ai pas en tête, donne des moyens pour soutenir ces enfants. Lorsque vous vous mariez légalement, l'État vous accompagne avec des moyens. C'est un système pour encourager. Et donc, ces allocations existent. Et il faut bien pouvoir en profiter dans un cadre qui aide à créer le bien-être familial. Quand l'État dit qu'il est prêt à protéger des familles, c'est de ça qu'il s'agit. Protéger pour lui, ce serait mettre en place un dispositif qui aide ceux qui arrivent à respecter les choses à bien vivre. Mais l'avantage que nous avons, nous, au ministère de la Femme, Famille, Enfants, c'est que nous ne faisons pas des restrictions à quelqu'un qui soit marié, non marié, qu'il soit... D'accord, donc allocation familiale, tout le monde y a droit? Non, c'est principalement pour toutes les personnes qui sont travailleuses, qui sont fonctionnaires, qui font un petit travail en tout cas. Oui, voilà. Même pas fonctionnaires, forcément. Oui, je veux dire, même dans le privé, Voilà, ces allocations existent. Voilà, c'est pour vraiment aider, encourager, parce qu'il y a ce cadre de bien-être qui est créé. Voilà, ça évite d'autres choses comme les abandons d'enfants, les familles monoparentales, etc. etc. D'accord. Génération sans divorce, c'est une ONG dont vous êtes le responsable. Alors, ce sont des leviers sur lesquels vous agissez également pour convaincre ou rapprocher les personnes dans le cadre de l'Union? Oui, toutes ces informations sont utiles pour, comme tu l'as dit, amener les gens à l'essentiel, c'est-à-dire maintenir la cohésion au niveau de la famille. Mais le souci que nous rencontrons, c'est très souvent l'absence d'information. Plusieurs ne sont pas informés de toutes ces choses-là que l'État met en place pour favoriser le bien-être de la famille. Il est donc nécessaire d'aller à la pêche à l'information, de comprendre comment les choses fonctionnent afin de ne pas s'en priver. Par exemple, on entend plusieurs personnes dire, je reviens sur le cas de la santé, plusieurs personnes dire que c'est compliqué, c'est difficile. En tout cas, quand ça ne va pas, on entend ça facilement. Mais quand les personnes sont prises en charge, ça ne se dit pas. Et donc tout ça aussi, on doit travailler pour que les bonnes actions aussi soient connues de tous.
Voilà. Ça va permettre aux gens de savoir que c'est vrai, il y a des systèmes qui sont mis en place. Même si tout n'est pas parfait, mais il y a quand même des systèmes qui sont mis en place. Et c'est pour le profit des familles. Pour le profit des familles, Monsieur Seibi, vous avez le sentiment que le citoyen lambda en a conscience et en prend possession? Bon, moi je me dis, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais beaucoup reste à faire. Parce que on a parlé ici de critères de vulnérabilité. Pour moi, quand on dit critères de vulnérabilité, est-ce que c'est celui qui accueille à l'hôpital qui établit les critères de vulnérabilité? C'est lui qui sélectionne. Parce que sur ces questions, on est très souvent dans des situations où les gens n'arrivent même pas à défendre ce qui leur revient de droit. Et surtout quand on se retrouve à l'hôpital. Quand on se retrouve à l'hôpital, il y a des drames. Et tout à l'heure, M. Arafé a dit tout à l'heure, pour peu, on se retrouve rejeté. Vous voyez, au fronton, à l'entrée du CHU, on ne demande ni ta religion, ni ton ethnie, ni. Mais à l'intérieur, on est parfois face à des situations sociales dramatiques où, dans les situations d'urgence, on n'a pas droit au service minimum et ça aboutit à des drames alors que le minimum était déjà disponible pour sauver cette vie. C'est pour cela que moi je dis, quand on veut mettre en avant ces critères-là, les questions de vulnérabilité et autres, il faut que ce soit suffisamment clair, non seulement pour l'offre, mais aussi pour, j'allais dire, pour ceux qui viennent, c'est-à-dire les demandeurs. Voilà, parce qu'à ce niveau, il y a des ambiguïtés qui font, par exemple, que quand on arrive à l'hôpital, ceux qui sont à l'hôpital, vous allez les entendre dire la gratuité ne veut pas dire cadeau. Ça veut dire vous devez payer. Mais vous payez combien? Comme les prix ne sont pas matérialisés, c'est en ce moment-là qu'on paye plus. Et c'est là que les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Quand on ne va pas à l'hôpital et qu'on attend lorsque on est vraiment dans une situation aggravée, qu'on arrive à l'hôpital et que là-bas on se met dans une situation avec pas mal de procédures parce que l'argent n'apparaît pas tout de suite, c'est la famille qui revient encore au cœur du drame alors qu'on était allé chercher le bonheur ou la santé. Donc je veux dire, à ce niveau, il faut que les responsables publics, les autorités puissent être suffisamment clairs. Qui est vulnérable? Quand je dis qui est vulnérable, moi je suis un fonctionnaire, quand je vais par exemple que je suis assuré déjà à la base avec la MUGEFSI, j'arrive à l'hôpital, on me donne un bon, ou bien on veut me donner un bon, on dit il y a l'appareil qui est en panne. J'ai fini de payer, j'arrive, je dois bénéficier des services, l'appareil ne fonctionne pas. J'ai fait quoi? Tu quittes le centre de santé où on t'a accueilli, tu dois aller mettre ton ordonnance sur bon. Tu arrives là-bas, eux ils ont l'appareil, mais tu n'es pas venu là pour prendre les premiers soins chez eux. Tu dois payer pour qu'on puisse te faire le don. Alors que sur les documents, il n'est pas dit que tu dois payer pour ça. Ce sont des situations d'injustice qui font que de plus en plus, les gens reculent et c'est la famille qui prend les grands coups. C'est pour cela que moi je dis, il ne faut pas s'arrêter aux déclarations pour dire tout est fait, mais mettre des mécanismes de contrôle pour situer les responsabilités, mais pour sauver des familles qui sont surtout en situation de vulnérabilité aggravée. Bon, je ne comprends pas, génération sans divorce. Je veux savoir si le divorce pose un problème et quelle est la situation des divorces. Le divorce ne pose pas du tout un problème. Génération sans divorce travaille à créer une culture de bonheur. Parce que nous croyons que être heureux mettra fin à beaucoup de choses dans les familles. Nous avons fait une petite étude, nous avons cherché à comprendre pourquoi est-ce que les familles se disloquent, pourquoi les familles se explosent, pourquoi il y a toutes sortes de drames au sein des familles. Et nous avons pu comprendre qu'à la vérité, plusieurs de ces personnes qui se séparent, qui divorcent, ne le font pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'ils ne sont pas heureux. Et si on pouvait aider des personnes à vivre le bonheur, il y a des drames au niveau des familles qu'on pourrait éviter. D'accord. Alors, c'est bien parce que tout à l'heure, on va en parler de cette cellule d'écoute
Parce que je pense également qu'au ministère, vous avez des cellules d'écoute qui rejoignent un peu ce que vous dites. Mais là, parlez-nous de scolarité. Parce que quand on parle du bien-être de la famille, l'éducation est au cœur de ce bien-être pour les pupilles de l'État. Alors, dites-nous, en Côte d'Ivoire, l'école est gratuite. Oui. On n'a pas le sentiment que l'école soit gratuite. Alors, est-ce qu'on analyse mal ou bien comment vous pouvez nous l'expliquer? C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, l'école est gratuite. Et le docteur, il a dit tout à l'heure, on peut nuancer pour dire gratuité ne veut pas dire cadeau. Lorsque nous partons dans une communauté et que nous faisons des appuis à 200 femmes pour soutenir des AGR, ce n'est pas de l'argent gratuit qu'on donne à ces personnes, qu'on donne à ces personnes. On leur donne cet argent pour leur permettre d'avoir à renforcer cet argent, mais ce sera agréable si ça revient sous forme de prêt. Les personnes seront plus concentrées à produire avec cet argent que de savoir qu'on leur a donné ça de façon cadeau pour partir. Et lorsque vous allez à l'école, le gouvernement a bien dit, il y a un ticket modérateur à payer pour avoir accès à l'école. Ça encourage le père à aller mettre son enfant à l'école et de dire à son enfant, je t'ai mis à l'école. Tout ce qu'on devait payer, j'ai payé. Mais quand tu le mets à l'école parce qu'il peut rentrer dans la classe et sortir tranquillement, il rentre à la maison, tu lui donnes aucun conseil. C'est ça la famille. C'est la communication qu'on met dans la famille pour échanger avec les enfants. Et le gouvernement te dit, il faut payer 3 000, fais un effort de payer 3 000. Et ou bien, il y a des familles qui n'arrivent même pas à payer 3 000 francs. Mais l'État prend ça en charge. Je posais souvent la question à des personnes de savoir, lorsque au public, l'État te demande de payer 3 000 francs pour toute l'année, il te donne même les livres. Et qu'au privé, on te demande de payer 77 000 francs pour l'inscription, c'est quoi qui est gratuit? C'est le 3 000 francs qui est gratuit. Vous comprenez? C'est un peu ça, ce système-là qu'on met en place pour encourager des personnes. Ce n'est pas de la gratuité, c'est juste un coût réduit. Parce que... Vous savez, si en réalité on devait pointer et compter ce que ça coûte, tout ce que l'école produit, mais c'est cher, ce n'est pas 3 000, ce n'est pas 200 000, ce n'est pas 500 000, c'est plus que ça. Ça coûte vraiment cher. Alors je donne un exemple concret. On a déjà reçu des jeunes filles qui cherchent du travail de maison, travail domestique. Et à les écouter parler, on a vraiment le sentiment qu'elles ont quand même un certain niveau intellectuel. Quand on leur dit, mais tu faisais quoi? Elle dit, non, j'étais en 3e, en 4e, ça n'a pas marché, ou bien mes parents n'ont plus d'argent, donc je veux me chercher. Je cherche du travail. Donc ça veut dire qu'on parle de 3 000 raisons pour lesquelles l'enfant est sorti du système avec la caution des parents. Ce n'est pas ce 3 000-là qui fait sortir la personne de l'école. C'est toute autre chose qui peut venir en plus. Lorsque le parent nous dit qu'il ne peut plus supporter les frais, ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu payer 3 000 au départ, il a payé 3 000. Mais la fille, elle va à l'école le matin, elle doit manger, elle doit revenir le soir, elle a toute son hygiène à faire. C'est ça, parce que la fille ne dort pas dans la même maison que son papa. Le collège est à 20 km du village, elle va et elle vient. C'est ce côté-là qui fait qu'elle ne pourra pas tenir. Sinon, ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu payer 3 000. En venant vers vous, il y a des solutions? Il y a des solutions. Dans tous les quartiers d'Abidjan et dans toutes les communes de notre pays, nous avons ce qu'on appelle les centres sociaux et les complexes socio-éducatifs. Ce sont des espaces dédiés aux familles. On demande seulement à ces familles de frapper à la porte de ces complexes socio-éducatifs et de ces centres sociaux pour leur dire, voici la difficulté que nous avons pour le moment. Et ces complexes et ces centres sociaux ont pour vocation de vous accompagner. Vous avez ces travailleurs-là qui iront jusqu'à chez vous, qui évalueront votre situation et qui remonteront l'information. L'État met à disposition des moyens pour une solidarité, soutenir ces personnes-là qui ont ces difficultés-là. L'État met à disposition des gratuités où on dira, même le 3 000 francs que tu ne peux pas payer, l'État prend ça en charge pour te permettre d'aller à l'école. Mais quand l'État a fini de faire ça, le papa, il fait l'effort de donner à manger à son enfant, il fait l'effort de lui donner le conseil qu'il faut tous les soirs, il l'étudie avec son enfant, il demande à quelqu'un d'étudier avec son enfant lorsqu'il ne peut pas le faire lui-même. On ne dira pas qu'on n'a pas pu aller à l'école à cause de 3 000.
ce sera vraiment trop méchant de se faire harakiri, d'arrêter son propre développement avec une telle information. C'est pas bon. Allez-y voir les services sociaux, allez-y rencontrer ces services-là qui n'attendent que vous. Tout le monde dépasse les centres sociaux, ils passent devant, ils ne s'arrêtent pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication aussi? Non, pour la communication, laissez-moi vous dire, la communication est la chose qui coûte le plus cher dans notre pays. Sérieux, ça coûte cher. Et quand moi je viens à la RTI pour dire à la RTI que je veux faire une émission, je veux faire ceci, on me fait une facture à la RTI, on nous fait une facture. Là, on n'a pas fait de facture. Non, ça c'est eux qui nous invitent. Allez à l'intelligence d'Abidjan. C'est eux qui nous invitent. À la RTI, on vous invite. Quand c'est nous qui les sollicitons, on nous fait une facture. Donc ça, vous voyez comment est-ce que le partenariat entre gouvernement et RTI puisse se faire aisément. Nous, on a envie de communiquer. Je pense qu'au niveau du ministère et puis de la direction générale, c'est tout à fait possible. Parce que là, il y a un gros travail de communication à faire. Exactement. Parce que là, on ne fait pas le procès du ministère, mais on réalise qu'il y a beaucoup d'actions qui sont posées, il y a beaucoup d'options et de possibilités disponibles, mais on n'a pas l'information. Et c'est bien là le problème. Pour en revenir à la question de M. Alafé Wakili qui demandait pourquoi votre ONG, quelle était l'essence de l'ONG, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez remarqué qu'il y a des drames qui se produisent quand il n'y a pas de cohésion. Alors, est-ce que vous avez une cellule d'écoute? Est-ce que vous avez un moyen de rapprocher les familles pour ne pas qu'elles éclatent? Je parlais tout à l'heure de ces centres sociaux. Quand vous entrez dans un centre social, il y a des travailleurs sociaux qui ont le minimum un bureau d'écoute. C'est-à-dire le peu qu'ils peuvent faire pour vous, c'est de vous écouter. Et quand ils vous écoutent, vous avez la possibilité de vous décharger, de libérer tout ce que vous avez comme difficulté. Eux, ils portent ça à votre place. Et ils font le projet qui va accompagner la résolution de votre problème. Ils ont toujours des moyens de réponse qui accompagnent. Je l'ai fait ce travail pendant des années avant d'être à la RTI pour parler avec vous aujourd'hui. J'ai écouté beaucoup de familles. Je me rappelle dans les années 2006-2007, j'étais encore à la direction de la promotion de la famille, où j'écoutais toutes ces personnes qui avaient juste envie de se marier. C'est nous qui avions fait l'offre à la mairie d'Atécoubé, à la mairie du Plateau, à la mairie de Treichville. Et ils nous envoyaient des familles, on les écoutait. Figurez-vous que des personnes d'un certain âge avaient juste envie de se marier sans savoir ce qu'on appelle se marier, quel était le contrat du mariage, de quoi il s'agissait. Il y a ces bureaux d'écoute-là qui sont disponibles pour ces populations. Monsieur Seybou, ce que j'aimerais vous poser comme... je voudrais vous interpeller. Est-ce que, d'un point de vue sociologique, c'est dans nos habitudes que d'aller vers l'autre, d'accepter cette faiblesse, d'aller se vider dans son intimité? Est-ce que, culturellement, ce sont des choses que l'on fait? D'accord. Avant de répondre à votre question, je dis très souvent, quand on débat de ces problématiques-là, on donne le sentiment que le monde rural n'existe pas. Alors que nous sommes dans un milieu où le monde rural absorbe, j'allais dire, la majorité de nos populations. Monsieur Latte nous parle des centres sociaux, oui, qui existent, mais la cartographie des centres sociaux ne coïncide pas avec, j'allais dire, les différents lieux où sont concentrées nos populations, surtout en milieu rural. Sur cette base-là, je reviens à votre préoccupation. Vous voyez, par exemple, parce que la question de la vulnérabilité ou des situations-là évolue avec le temps aussi. La rentrée, c'est en septembre. Mais la rentrée de septembre, là, c'est pour qui? Généralement, c'est pour les enfants de la ville. Moi, j'ai fait toutes mes études au village. En septembre, peu importe le montant qu'on va donner, mais le parent, il n'a rien. Quand il dit il n'a rien, il n'a pas 3 000 francs pour inscrire son enfant. Ce qui fait que, regardez bien les statistiques. En milieu rural, les enfants viennent beaucoup plus en retard. 1 mois, 2 mois. À cause justement du minimum. Parce que si ça ne tient qu'à eux, la rentrée doit intervenir en novembre et peut-être un peu plus après. Parce que c'est la période où la petite traite commence. Parce que l'économie du monde rural est basée sur l'économie agricole. Et s'il y a des efforts à faire, c'est sur ces problématiques-là. Pourquoi ne pas laisser les enfants du monde rural aller à l'école et s'inscrire en décembre ou en janvier? Parce que c'est l'État
qui leur donne cette possibilité-là de s'instruire. Parce que l'instruction pour un enfant est fondamentale pour l'avenir du pays. Moi, je me dis, si on doit les aider, ce n'est pas forcément de leur donner de l'argent, surtout que aller s'exposer en parlant du monde rural, c'est aussi, j'allais dire, réduire sa dignité. Donc, c'est difficile. Donc, dans un tel environnement, je me dis, les enfants du monde rural où les parents ont de telles situations qui ne peuvent même pas savoir qu'il y a un centre social, ils ne le savent même pas. Dans ces cas-là, on peut reporter l'inscription pour les enfants, puisque dans tous les cas, pendant les 9 mois qu'il a passés, ils peuvent commencer à faire les cours, parce que ça se fait à l'université. Et à un moment donné, on dit non, mais tiens, il faut te mettre à jour, sinon tout ce que tu fais ne sera pas pris en compte. Tant qu'on n'a pas fait dans nos contextes, je pense qu'à la base, on crée quand même des injustices sociales. Vous êtes de je pense cet que le avis, ministère est bien placé. J'aimerais bien aussi réagir dessus. Je vous en prie, oui. Pas tout à fait, mais je ne voudrais pas entrer dans la polémique sur la question. Je voudrais intervenir d'abord sur les centres d'écoute. Vous avez posé la question de savoir si l'Africain est enclin, si dans nos sociétés, les populations sont intéressées par cela. Il faut dire que oui, a priori, parce que dans nos communautés, entre voisins, on échange. Il y avait aussi cette solidarité à l'africaine qui existe au sein de nos populations et dans nos communautés. Donc, la fratrie, la parenté, dans les villages, dans les zones rurales, il y a cet échange-là. Et on dit souvent l'enfant n'est pas de la seule famille, c'est l'enfant de toute la communauté, de tout le village. Donc, il y a cet échange-là qui existe à la base. Et il faut peut-être chercher à renforcer cela, à consolider cela. Et lorsqu'on arrive en ville, dire que quand on quitte la communauté, le village, et qu'on arrive en ville, les centres-là peuvent remplacer les parents et les familles. Et puis, sans complexe, on peut venir échanger, poser les problèmes à quelqu'un de confiance parce que c'est des structures étatiques. Ça vaut mieux que plutôt d'avoir des problèmes, de perdre la raison, de devenir fou, ou bien d'aller voir des psychologues ou des psychopathes, des psychiatres. Donc, il faut encourager cela. S'agissant de ce qu'il a dit, je crois que, bon, c'est un débat qui a pu exister par le passé, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est d'actualité? Est-ce qu'on peut faire des rentrées, des rentrées séquencées par période? Surtout que l'agriculture de rentrée, l'agriculture dont il parle, est-ce que c'est la même période dans toutes les localités? Est-ce que, je ne sais pas de quelle agriculture il parle, le café cacao, est-ce qu'ailleurs, ce n'est pas des tomates, ce n'est pas l'EVA? Est-ce que c'est au même moment que la rentrée agricole se fait pour tout le monde? Donc il faut voir, on risque d'avoir 10 rentrées scolaires. Non, mon idée, ce n'est pas la rentrée séquentielle. On rentre au même moment. C'est l'impératif de l'inscription à l'école primaire et au secondaire au moment où on dit c'est la rentrée. À la ville, on peut facilement inscrire un enfant avec les familles, même dites vulnérables. Mais au village, quand on dit on n'a rien du tout. C'est pour cela que je dis, on peut autoriser l'enfant, et c'est cela la responsabilité de l'État. On peut autoriser l'enfant à rester à l'école pendant 1 mois et demi, le temps que novembre arrive. Parce que l'économie du monde rural est à flot à partir de novembre. C'est pour cela que je n'ai pas dit de faire la rentrée en novembre. Tout à fait. Que l'enfant aille à l'école et qu'il paye ses frais d'inscription à partir de novembre ou décembre. D'accord. Alors, ce sont des remarques que vous allez intégrer? C'est de bonnes remarques, on les prend, mais il faut bien expliquer les choses. Permettez-moi de vous indiquer que, anciennement, on avait une période, 15 jours, pour produire les salaires de naissance d'un enfant, avec un ticket, un timbre de 500 francs. Et moins de 40% des enfants étaient déclarés à la naissance. C'est une question sur laquelle la Côte d'Ivoire a réfléchi. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Femme, le ministère de la Justice, toutes ces missions ont travaillé. On a même visité d'autres pays à côté de nous et on s'est rendu compte qu'il y avait possibilité d'arranger les communautés. Aujourd'hui, il faut 3 mois avec le même ticket timbre de 500 francs.
Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains parents qui n'arrivent pas encore à produire, enregistrer et déclarer leur enfant. C'est ça. Parce qu'ils posent un problème, je n'ai pas les moyens. Alors, toutes nos études ont montré que ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens, mais il a d'autres priorités. C'est la même chose avec l'école. Je ne suis pas en train de blâmer les parents. Mais c'est la même chose avec l'école. Dans nos communautés, les funérailles se font aussi aisément. Quand il est l'heure de cotiser pour les funérailles, tout le monde cotise. Quand il est l'heure de payer le pain, des choix établis. c'est des choix qu'ils font. Quand il est l'heure de payer le pain de l'uniforme, tout le monde le paye systématiquement. C'est pour l'église, c'est pourtant, on le fait. Mais quand on doit déclarer son enfant, on met à demain. À demain. C'est la même chose pour l'école, s'il vous plaît. Vous avez des actions de terrain? Vous avez des Alors, actions on a de des actions de terrain. sensibilisation? La cartographie des centres sociaux desquels il a parlé, mais on a fait mieux que ça. Aujourd'hui, dans chaque village de la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les comités locaux de protection, qui sont dans un système de suivi avec ce qu'on appelle les plateformes de protection. Ce sont des responsables villageois qui aident à rapporter les bonnes informations au centre social. Et ça oblige la visite des centres sociaux. Et toutes les questions sont débattues dans ces comités locaux de protection. Feu de brousse, extrait de naissance, scolarité et tout. D'accord. Alors, c'est vaste, hein. On va continuer à en parler avant d'arriver à la deuxième partie qui va être l'autonomisation de la femme. Mais parlez-nous des personnes du troisième âge, par exemple. Dans quelle mesure est-ce qu'elles sont assistées? Les personnes du troisième âge, il y a une direction du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui est dédiée aux personnes du troisième âge, la direction de l'action sociale, qui ouvre des programmes de bien-être pour ces personnes du troisième âge. Selon que vous travaillez, que vous allez à la retraite, l'État a prévu qu'une personne qui a fini de travailler a besoin de se reposer, va à la tête à une pension qui lui est reversée. Mais il y a des tickets pour des personnes qu'on appelle grands malades. C'est des cartes que ces personnes du troisième âge portent, qui les emmènent dans des centres de santé, dans des hôpitaux, des CHU, et ils peuvent se soigner aisément avec ces cartes-là, juste en les présentant. L'État a fait même mieux, a demandé à la CNPS de travailler à ce que ces personnes qui ne sont pas fonctionnaires, non plus travailleurs du privé, et qui créent des activités pour elles-mêmes dans le monde, informel, puissent aussi cotiser pour elles-mêmes. Et donc, il y a ce régime-là qui existe au niveau de la CNPS. On permet donc, anciennement, ce n'était pas ouvert à ces personnes. Maintenant, on permet à ces personnes-là de cotiser. C'est pour anticiper en termes de prévoyance sur leur troisième âge. Après, il y a des programmes de bien-être, comme on dit, des dépistages gratuits sur certaines pathologies. C'est fait gratuitement à l'endroit de ces personnes. Il y a des interventions chirurgicales gratuites sur des questions de Dieu, des os, etc. Les cotisations ne sont pas liées au bulletin de salaire. Les cotisations que ces personnes font, ce n'est pas forcément lié pour ce nouveau régime. Pour revenir sur la préoccupation de notre sociologue, c'est pour savoir ce qu'on intègre le milieu rural. Bien sûr, un planteur, un agriculteur, un cordonnier a le droit d'aller à la CNPS, dire « je viens cotiser ». Et on ne t'oblige pas à cotiser de façon régulière 2 000 francs, 3 000 francs. Je viens et mettre de l'argent à part pour mes vieux jours. Et cet argent, on te le reverse avec une bonification lorsque tu as un certain âge pour que ça te permette de bien vivre. Et ça te permet de cotiser à la couverture maladie universelle. Donc ce système de protection universelle est pensé par l'État pour accompagner ces personnes de troisième âge aussi. On compte les autres vulnérabilités, mais ces personnes de troisième âge pour pouvoir bien vivre aussi. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Le seul souci que je peux avoir en parlant de ça, c'est le problème que M. Agnero pose en parlant d'information. Et Mariam, elle en parle aisément. À quel moment on vient vous voir ici pour en discuter de tout ça? Moi, je ne sais pas. Ce soir, les Ivoiriens seront beaucoup plus. Ils en seront beaucoup plus. Ils prendront d'assaut les centres sociaux. C'est tout. Et il y a combien de centres sociaux en Côte d'Ivoire? Il y en a, enfin... Dans chacune des communes de Côte d'Ivoire, il y a un centre social. Oui. À Abidjan, il y en a 9. 9 pour toi, Abidjan? Oui, 9 à Abidjan. C'est juste Marcory qui n'a pas de centre social à cause de la proximité avec Koumassi. Voilà, et donc les communautés de Marcory vont à Koumassi. Mais autour d'Abidjan, tout ce qu'on a autour d'Abidjan, ils ont des centres sociaux. Ce sont des services publics qui ne demandent qu'à être visités. Ils ne s'auto-saisissent pas. Ils ne vont pas ouvrir les portes des gens, taper à la porte pour dire quels sont vos problèmes.
Non. Comment on peut savoir qu'il y a un enfant en situation de handicap dans telle maison? On ne peut pas le savoir. Il faut bien que la famille vienne se confier. Et les enfants en situation de handicap sont pris en charge dans ce qu'on appelle le complexe socio-éducatif. Ils ont un programme de gratuité, ça ne coûte rien. Ils viennent, on leur fait les massages, on leur donne les techniques et tout, et ils retournent à la maison. Alors, on retient que les actions sont... Allez-y. Parce que souvent, malgré tout ça, on découvre souvent des SOS sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à la télévision, alors qu'il y a ce dispositif. Et même avec ces SOS, c'est le ministère de la Femme Famille qui réagit. Oui, mais ça ne fonctionne pas apparemment. Et puis un matin, on découvre des SOS, tel a besoin de ceci, tel a besoin de cela, et on fait appel à la contribution des Ivoiriens, des populations, des internautes. Il y avait avant la bonne cause à la RTI, et bon, il y a les télétons, etc. Bon, je veux savoir, est-ce que ces centres-là, vraiment, lorsqu'ils sont saisis, ils travaillent effectivement? Monsieur Alafé, il y a une ligne qu'on appelle 116, Allô, enfant en détresse. Oui. Vous appelez cette ligne maintenant, quelqu'un réagit au bout du fil pour vous orienter sur la problématique que vous posez. Il y a une autre ligne qu'on appelle 1308. Ces deux lignes sont des lignes du ministère de la Femme, Famille, Enfants pour apporter l'assistance qu'il faut. J'ai été longtemps directeur de la protection de l'enfant, alors j'ai réagi chaque fois que la ligne 116 sonnait. Et mon téléphone, en son temps, je n'allais pas refuser que vous me retirez mon téléphone, j'allais l'avoir sur moi. C'est passionnant, mais on a oublié d'évoluer un peu dans le débat, mais je ne saurais le faire sans vous poser quelques questions concrètes. Une femme qui est battue, un enfant en détresse, une famille dans la misère la plus totale. Vous réagissez, là vous nous avez dit, il y a un numéro, mais est-ce qu'il y a une prise en charge immédiate? Est-ce que, dans quelle proportion, est-ce qu'une famille qui met son orgueil de côté, un chef de famille qui vient, qui appelle en disant « j'arrive plus à nourrir mes enfants, j'ai honte, c'est moi le père, c'est moi le chef de famille ». Dans quelle proportion vous pouvez l'aider, en combien de temps? Systématiquement, lorsque un homme appelle pour dire « mes enfants n'ont pas à manger », des vivres et non-vivres sont apportés pour que les enfants puissent manger. Je le dis. Et beaucoup d'Ivoiriens peuvent rendre ce témoignage que j'ai visité leur maison. Ils vont vous prendre d'assaut. Hein. Je pensais à ça également. Tant mieux. L'État ne demande qu'à accompagner ses communautés, sa population. C'est un dispositif qui existe. Si l'État est essoufflé, il appelle ses partenaires. Lorsqu'à un moment, on ne pouvait pas, parce qu'on avait trop de situations et que les problèmes de décaissement et tout ça traînaient, on appelait nos partenaires qui nous venaient au secours. Voilà, c'est des choses qui existent. On ne le dit pas, on ne vient pas à un plateau de télévision pour raconter des choses qui ne sont pas vraies. Oui. Voilà, et on est écouté à l'international. On rend témoignage en Côte d'Ivoire de l'efficacité de notre dispositif au milieu d'autres pays, à la CEDEAO et ailleurs. Donc vous comprenez. On a vu la ministre Nassiré Touré très dynamique et très maternelle sur le terrain. Et très, très humaine. Par exemple, on a vu l'opération dont vous parliez, 0 enfant dans les rues. Alors on va en parler, puis on va passer à l'autonomisation de la femme. Alors dites-nous, 200 enfants qu'on retire de la rue, est-ce que ce n'est pas une manière de vider la lagune avec un seau d'eau? Qu'est-ce qui est fait en amont pour que cette situation ne perdure pas? Alors, c'est une question très, très, très sensible et difficile. Mais le ministère de la Femme, Famille, Enfants embrasse ce problème depuis plusieurs années et attend toujours d'être mieux accompagné. Il existe une structure au niveau du ministère de la Femme, Famille, Enfants qu'on appelle le PPEAV, le Programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, qui a le mandat de la protection des enfants en situation de rue. Ils font ce qu'on appelle des maraudes. C'est de façon régulière qu'ils vont dans les rues pour capter des enfants et les faire sortir des rues. Mais quand on sort un enfant aujourd'hui de la rue, ce n'est pas le lendemain qu'il intègre sa famille. Il y a tout un travail qui dure minimum 6 mois, voire plus, qu'on fait avec cet enfant. Parce qu'il y a un problème à la base à la famille. Qu'est-ce qui a fait que cet enfant est sorti de sa famille, de sa maison? On va pour une médiation. Lorsque la médiation aboutit, on fait la réunification. Après cette réunification, on fait le suivi de l'enfant. Notre objectif, c'est que cet enfant, avec l'âge qu'il a, retourne en classe, s'il peut aller à l'école. À défaut, qu'on le mette dans un système d'apprentissage pour le préparer à un métier et qu'il intègre la communauté socio-économique un de ces jours. Ça réussit. Mais nous disons, si c'est un seul enfant que nous avons pu sortir, pour nous, c'est un succès. Nous souhaitons seulement en avoir beaucoup, à pouvoir aider véritablement beaucoup. Récemment, Madame la ministre est sortie, c'est pour ça qu'il y a eu la communication là-dessus. Ce chapitre.
Voilà, donc ça vous dit que le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables existe. Celui qui sait que son enfant est sorti de sa maison depuis 2 mois, 3 jours, etc., qu'il s'informe auprès de ce programme. On connaît tous les espaces dans lesquels dorment ces enfants et on va les récupérer. On fait le travail qu'il faut avec eux. On va lui ramener son enfant à la maison. D'accord. Alors, ça veut dire que vous éduquez les parents également, parce qu'il y a Bien peut-être sûr. une forme de démission des parents. Bien sûr. Il y a des missions, il y a l'inefficacité, l'incapacité, il y a beaucoup de choses qui font que les parents n'arrivent pas à tenir. Alors on a créé D'accord, l'école des très bien. parents. Et cette école des parents forme ces parents-là, leur donne des renseignements sur comment gérer l'enfant et quand l'enfant revient à la maison, les choses pourront mieux se passer. Alors, on vous a largement donné la parole parce que vous avez beaucoup de choses à dire pour nous expliquer en ce qui concerne le ministère et les actions que vous portiez. Il y a eu quelques remarques. Mais là, maintenant, on va parler de l'autonomisation de la femme. Et messieurs, là, je vais vraiment vous donner la parole, mais nous avons un petit élément de reportage. Que pensent les Ivoiriens de l'autonomisation de la femme? Vous allez voir, les réponses sont surprenantes et c'est signé Seydou Ouattara. L'autonomisation de la femme dans la famille, c'est d'abord une bonne chose. Ça permet à la famille d'être épanouie. En ce sens que la femme est d'abord le pilier de la famille. Elle peut aider son homme, elle peut aider sa famille, elle peut subvenir aux besoins des enfants. Je trouve que c'est une bonne chose, étant donné que la parole de Dieu nous dit que la femme doit être une aide pour son mari. Donc, le monsieur n'est pas obligé de prendre toutes les charges de la maison. Si la femme peut aider son mari, c'est important. L'autonomie d'une femme dans une famille, de nos jours, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Ça évite beaucoup de choses. Parce que souvent, on voit dans les télé-réalités, il y a des femmes qui appellent de l'aide, soit les maris sont passés de la vie à trépas, c'est-à-dire le mari est mort. Or, si ces femmes-là, au départ, soit où le mari vivait, elles étaient autonomes, ou soit elles faisaient quelque chose, quand le monsieur n'est plus, ça fait que le peu qu'elle a là, elle pourrait subvenir aux besoins des enfants. Mais elle n'a pas cherché à faire quelque chose, et puis on voit le mari n'est pas là, c'est difficile. Donc, de nos jours, une femme doit chercher à être autonome, c'est important pour elle d'abord, pour sa famille et puis pour les enfants. Concernant l'autonomisation de la femme dans une famille, on voit que d'une part c'est une bonne chose, mais d'autre part, vraiment ça a été la source de plusieurs défauts de nos jours. Parce que notre époque que nous vivons aujourd'hui là, une femme qui est autonome, c'est une femme qui travaille dans un foyer qui a un salaire. À un moment donné, elle a tendance à commander son mari. Et cela envoie le divorce. Parce qu'elle a tendance à commander son mari en se disant quoi? Je travaille, j'ai un salaire de 300 000 francs que toi. Alors pourquoi je vais me soumettre? Parce qu'il y a des fois un mari qui est vigile et une femme qui est policier. Vous voyez, il y a un grand écart. Donc ça fait que ça a été l'autonomisation aujourd'hui, ça a été la source de divorce de plusieurs fois aujourd'hui. Alors, tout le monde a le sourire ici sur le plateau, je vous l'avais dit. Les réponses sont étonnantes. Monsieur Agnero, l'ONG Zéro Divorce, est-ce que dans les cas de divorce, il y a le fait que la femme travaille et du coup, elle cherche à commander son mari? Oui, nous rencontrons ce Ah oui, oui, ça existe. Ça existe, d'accord. Des familles dans lesquelles madame a un salaire consistant par rapport à monsieur. Et puis, cette situation n'arrive pas à être gérée convenablement dans la maison. Pas forcément parce que la femme veut commander, mais il y a déjà des complexes même qui se créent parce que madame, dans son leadership financier, est quand même puissante par rapport à lui. Donc, parfois, ce n'est pas forcément la femme. Monsieur lui-même peut nourrir des complexes qui créent un problème au sein de la maison. Ce sont des réalités qui existent. Et qui mènent jusqu'à l'inévitable. Oui, qui font imploser les familles. Et c'est la raison pour laquelle il y a nécessité d'éducation. Parce que quelqu'un qui est éduqué, ce n'est pas sur l'argent qu'on bâtit. Tout ne se bâtit pas sur l'argent. Il y a tellement de valeurs qu'on doit mettre en compte. Et quand c'est comme ça, c'est plus facile. Mais le fait que l'homme se définit par ce qu'il a comme moyen financier, ça crée un problème dans la maison. Monsieur Saibi, vous êtes d'accord avec son point de vue? D'abord, je peux dire ce qui domine dans ce qu'on entend là, c'est l'ignorance. Quand je dis l'ignorance, je pars du principe que la famille se situe au sommet de ce qu'on appelle le triangle affectif, basé sur l'homme, la femme et l'enfant, qui sont liés par, j'allais dire, une forte dose d'affection,
l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il n'y a pas que l'homme ou il n'y a pas exclusivement que la femme qui constitue le pilier. Les deux, ce sont les deux aînés. Parce qu'on a là, en interaction, 3 individus. Il y a 2 aînés, l'homme et la femme. Et donc, si on n'a pas compris que les deux doivent avoir un pouvoir économique, doivent d'abord constituer le socle qui va donner tous les moyens à l'enfant de grandir dans la quiétude, on va surtout dire que le jour que la femme va avoir accès à plus de ressources, ça serait un déséquilibre pour l'homme. C'est pour cela que je parle d'ignorance. Donc pour moi, et c'est le sens même de la culture. Oui. C'est-à-dire qu'il y a civilisation lorsqu'on réduit les inégalités. Parce qu'à la base, il y a une inégalité que l'histoire a toujours mis à l'avantage de l'homme. Voilà. Donc, ici, l'effort qu'on fait en parlant de renforcement de l'autonomie de la femme, c'est d'aller vers un déséquilibre en faveur de la femme. En faveur de la femme parce que la réalité est que la femme, sa nature telle que la société la pense et l'encadre, est plus sensible à tout ce qui est dans son environnement et notamment la vie ou l'évolution de l'enfant. Quand je prends le cas d'un homme, moi, quand je quitte le boulot, il m'arrive difficilement d'aller toucher l'enfant qui est déjà couché, de voir si son corps est chaud et autres, tout ça. La mère, si elle est dans la même situation, qu'elle rentre à la maison, elle va forcément toucher l'enfant. Elle va regarder qu'est-ce que l'enfant a mangé. Est-ce que... C'est pour cela qu'on se dit, si la mère a un pouvoir économique très important, les besoins primaires pour l'enfant sont pris en charge. Et ça va donner plus de chances d'avoir les enfants dans les cercles familiaux et ne pas les voir traîner dans la rue. Donc pour moi, c'est une forme d'ignorance qu'il faut combattre, et peut-être par l'éducation, par la communication. Mais je voudrais peut-être dire que, est-ce que ce que l'autorité publique nous dit ici, est-ce qu'on est en train de dire que l'objectif 4 des objectifs du développement durable là, est atteint en Côte d'Ivoire? La question d'accès à l'éducation équitable. Parce que moi, je veux qu'on parle avec un peu de réserve. Parce que nous sommes dans une situation sociale, enfin, dans un contexte où le lien familial est fragilisé, est sérieusement fragilisé. L'État lui-même n'a pas suffisamment de moyens pour couvrir tout le monde. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas tout de suite dire qu'on a les réponses à tout. Moi, je voudrais vraiment... Je pense qu'au moment donc, de faire un dernier tour de table sur les perspectives, il faut faire très attention. À ce moment-là, il va nous dire, par rapport aux différentes remarques qui ont été posées, il va nous dire un peu. Alors, Monsieur Alafé Wakili, alors dites-nous, le fait qu'il y ait ces 2 points de vue dans l'élément, donc dans le micro-trottoir qui vous a été proposé, vous trouvez que c'est purement de l'ignorance ? Non, pas l'ignorance. Il a une inquiétude. Il a donné des exemples. La femme policier, le mari vigile, ça peut arriver, mais ce n'est pas l'ignorance. C'est peut-être aussi des réalités. Il faut combattre cela par l'éducation. Et puis, il faut interpeller, sensibiliser sur le fait que l'autonomie de la femme ne doit pas faire peur. Et il ne faut pas voir l'autonomie en termes d'éléments financiers, en termes de réalité matérielle. Ce n'est pas une question d'argent. L'autonomisation de la femme, c'est beaucoup de paramètres, c'est beaucoup d'autres choses. Et l'époux vigile peut assister la femme qui est policier, qui est gendarme, qui est militaire, qui gagne peut-être le double de son salaire. Et puis, le vigile peut être directeur de la société de vigile. Il peut avoir des grands revenus. Et on a vu des couples où des femmes ont été fortunées, l'époux moins, et puis les choses se sont bien passées. Bien entendu, il y a des cas où ça se passe mal, mais il y a d'autres cas où ça se passe bien. Et il ne faut pas voir la question de l'autonomie des femmes, on va y arriver, sous le seul aspect financier, parce qu'en la matière aussi, les efforts ont certes été réalisés en Côte d'Ivoire, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts. Oui, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a toujours des pesanteurs au niveau peut-être de nos traditions, au niveau d'un certain nombre de choses qu'il faudra éventuellement affronter. D'accord. En parlant d'autonomisation de la femme, il y a une question que j'ai beaucoup de plaisir à vous poser, histoire de savoir et informer notre public. Pourquoi est-ce que tout est axé sur la femme? Pourquoi? Et c'est axé sur la femme, donc je vous pose avec beaucoup de plaisir, qui est la femme? Monsieur Latte. Mais la femme, c'est un être vulnérable.
la femme est naturellement vulnérable. Vous voyez, par exemple, quand on va pour mener des compétitions, là où on demande à l'homme de soulever un poids de 7 kilos, on demande à la femme de soulever un de 5 kilos, par exemple. Parce que physiquement, déjà, il y a une inégalité, les corps ne sont pas bien constitués. Lorsqu'on va courir 10 km, on va réduire ici pour l'autre côté. Ça, c'est déjà une vulnérabilité. Malheureusement, il y a que nos sociétés sont aussi des sociétés patriarcales. C'est des sociétés qui sont bâties sur l'homme, sur le pouvoir de l'homme. Et donc, ça a réduit le pouvoir de la femme. Du coup, pendant des années, pendant des millénaires, on a travaillé avec ce système où l'homme domine et la femme est restée en arrière. Au point qu'elle ne peut même pas prendre de décision sur elle-même sa vie à un certain moment. Et c'est là que répond la question de l'autonomisation. La femme autonome, c'est cette femme-là qui peut prendre une décision sur sa vie. J'ai envie de faire 4 enfants. Là où son mari veut faire 12 enfants. Mais c'est son corps qui supporte les 12 grossesses. Elle ne peut pas parce que c'est elle seule qui a enduré la souffrance de la première, la deuxième, troisième et quatrième. Elle sait comment son corps souffre, mais l'autre, il veut en faire 12. À quel moment elle peut prendre une décision sur sa vie? C'est pour ça qu'on en est arrivé à créer des concepts. Et l'un des concepts, c'est celui qu'on a appelé la discrimination positive. Arriver à discriminer positivement, c'est-à-dire à mettre de meilleures choses du côté de la femme pour lui permettre quand même de relever son niveau, pour qu'elle ait un certain niveau de vie. Et vous avez vu que depuis 1964, nos lois de Côte d'Ivoire ont permis à la femme de travailler, d'avoir un compte bancaire et bien de choses que ces lois l'ont permis. Et Dieu merci, en 2019, ces lois ont encore été révisées pour donner encore plus de coffres, plus de poids à la femme. C'est pour ça que les assistances que nous portons aujourd'hui à la femme, les hommes peuvent en bénéficier, mais le système a déjà prévu ça pour eux. Et donc, ils en bénéficient naturellement. On va parler des assistances, voilà. Mais je reviens sur cette notion. Pour vous, vous parlez de 0 divorce. Alors, est-ce que vous basez également la solidité du couple sur la femme, ou bien de manière équitable entre l'homme et la femme? C'est clair que M. Là disait tout à l'heure que la femme est fragile. À la vérité, pour moi, la femme, elle est la plus forte. Elle est la plus forte à cause de ce que, durant des siècles, elle a été capable de supporter. C'est vrai qu'il y a une différence, ça c'est clair. La femme est différente de l'homme, mais elle est égale à l'homme. Et elle a supporté tellement de choses qui montrent clairement que si on lui donne la possibilité d'être ce qu'elle est vraiment, il y aura des choses extraordinaires que nous allons voir au sein de nos familles. Et donc, pour moi, l'homme, la femme, il y a égalité. Et si ils arrivaient à travailler ensemble, les familles seront heureuses. Et c'est la société qui va bénéficier. Monsieur Saibi, oui. Qui est la femme? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Et pourquoi est-ce que tout repose sur la femme? Bon, tout ne repose pas sur la femme. Alors, je dois avouer que dans ce qu'on observe ou ce qu'on entend, la femme est pensée comme un être fragile, comme on l'a dit. La femme est pensée comme un être fragile, mais c'est cette façon de la pensée qu'elle intériorise qui la rend aussi fragile dans les relations, surtout avec l'homme. Donc elle est formatée en fait. Voilà, et c'est pour cela qu'il faut revenir sur ce processus-là d'inculcation idéologique pour dire en droit, elle est l'égale de l'homme. Et donc, elle peut s'assumer qu'elle ne devrait plus, j'allais dire, regarder ce qu'elle a été, mais c'est de prendre un autre départ en se disant elle peut concurrencer et même rivaliser avec les hommes et avoir les mêmes résultats. Parce qu'à l'école, par exemple, dans l'enseignement supérieur, les personnes qui arrivent en tête, qui ont des meilleurs résultats au master, ce sont les femmes. Mais le processus s'inverse lorsqu'on va au 3e cycle. Parce qu'en ce moment-là,
il y a des pesanteurs, tout à l'heure, M. Alafé parlait de ça, les pesanteurs socioculturels qui pèsent, la question de l'enfantement et autres, de tout qui pèsent et qui font que la femme ne peut plus écrire la thèse au même rythme que l'homme. Parce que quand on attend un bébé, c'est la femme qui porte le bébé et l'homme qui a véritablement, fait porter cette grossesse-là. Lui, il a le temps de rédiger sa thèse. Et donc, c'est sur ces choses-là, il faut aller vers des rééquilibrages, intelligents, pour permettre à la femme de bénéficier, des résultats au bout de cet investissement-là. Parce qu'une femme qui fait quand même un doctorat, moi, je me le dis, qui fait un doctorat et puis un homme fait un doctorat, les deux ne devraient pas être évalués sur le même barème. Je le dis parce que l'effort au plan sociétal qui est fait par la femme et ce qui est fait au plan académique par la femme, mais on voit qu'elle est moins avantagée par rapport à l'homme qui est parfois dispensé de beaucoup de contraintes. Et c'est en cela qu'on a besoin que les pouvoirs publics puissent les aider. Moi, je serais à l'aise de voir, par exemple, toutes les femmes qui font les thèses avec une bourse, systématiquement. Alors, ce sont des par exemple, ça peut les aider à compenser et aller plus loin. C'est un peu la discrimination positive. Oui, mais on ne pratique pas ça. On le dit, mais dans la réalité, on ne pratique pas. Sur les perspectives, c'est là que moi, j'irai sur on va y venir. Voilà. Monsieur Alafé, alors dites-nous, en ce qui concerne la femme, les lois ont évolué. D'un point de vue peut-être violence et puis discrimination basée sur le genre, pourcentage de femmes dans les instances de décision. Vous avez déjà écrit des papiers là-dessus? Oui, bien sûr, on a supervisé des travaux là-dessus, on a écrit des articles là-dessus pour dénoncer ces violences, ces discriminations négatives. Parce qu'à côté des discriminations positives, il y a les discriminations classiques anciennes qu'il faut combattre, qui consistent à empêcher des femmes d'accéder à des métiers, d'avoir des droits comme tout homme. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut saluer la loi sur la participation à la présence des femmes dans les assemblées. Et nous observons cela lorsque les partis politiques sortent la liste des candidats. Nous essayons d'être vigilants pour nous assurer du respect de cela et puis interpeller l'opinion publique et les décideurs pour que les mesures de rétorsion soient appliquées contre les associations et les instances qui n'en tiennent pas compte. Voilà, et de plus en plus, je pense même qu'il faut être plus vigilant sur la question à l'égard du gouvernement lui-même. D'accord. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est l'instant qu'attend M. Seybi Trajamal, c'est-à-dire les propositions, les perspectives, parce qu'on a soulevé beaucoup de problèmes et on ne fait pas le procès du gouvernement, bien au contraire, qui travaille pour le bien-être des populations, mais on interpelle sur ce que l'on observe et sur ce qui pourrait être fait ou complété avec déjà tous les chantiers qui sont entamés. Donc, je vais vous demander, à vous, Monsieur Agnero, au regard de tout ce qui a été dit ce soir, alors, si vous aviez des félicitations à adresser au gouvernement, ce seraient lesquelles? Et si vous avez des remarques à formuler, ce seraient lesquelles? Déjà, félicitations, surtout par rapport à la loi sur le mariage, qui a consacré l'égalité de l'homme et de la femme, et aussi la gestion conjointe, du ménage. Parce que pour moi, si monsieur et madame s'accordent dans la gestion de la maison, dans la gestion de la famille, je crois qu'on peut aller loin avec cela. C'est une satisfaction pour moi. Parce que c'est quelque chose qui, dans le secret, on faisait, on communiquait pour amener les gens à comprendre que tu ne peux pas laisser ton épouse, la personne avec laquelle tu as choisi de faire ta vie, tu ne peux pas te priver de ce qu'elle est, du potentiel qu'elle transporte. Si tu acceptes ce potentiel-là, c'est sûr que les choses iront mieux pour la famille, pour la maison. Donc c'est vraiment une grande satisfaction. Mais au-delà de tous les efforts du gouvernement, de l'État de Côte d'Ivoire, il y a nécessité de travailler à l'information encore et davantage. D'accord, donc les félicitations, ce serait essentiellement ça. Et là, maintenant, ce que vous proposez, ce sont des solutions pour améliorer ce qui est. Oui, beaucoup plus d'informations. Beaucoup plus d'informations parce que
comme le frère l'a dit, dans nos zones rurales, par exemple, c'est compliqué. Monsieur Latte a dit qu'il y avait des centres d'écoute et tout ça. Personnellement, dans mon village, j'ai jamais été... C'est où votre village? Voilà, je suis de Lopou. Lopou. La sous-préfecture. Une sous-préfecture. Une sous-préfecture. C'est vraiment compliqué. Donc il y en a peut-être à Dabou. Il y en a à sous-préfecture de Lopou et puis il y en a à Dabou aussi. Donc c'est difficile de savoir qu'il y a des petites choses. Vous pouvez aller, il y a des gens qui sont là pour vous écouter, pour prendre votre problème et puis trouver des solutions avec vous. Et ça, c'est important que les gens le sachent. Parce que des gens ont des problèmes. C'est important. Donc, pour moi, c'est vraiment l'information, mais aussi l'éducation. L'éducation, les familles ont des problèmes parce que être père, moi, je dis, c'est tout un travail. Être mère, être père, c'est un travail. Il a dit, il y a des gens même qui se marient sans savoir ce que c'est que le mariage. On a besoin d'être éduqué en ce sens-là. Surtout que c'est dans la famille, c'est dans le cercle familial que les valeurs sont communiquées. On peut être instruit sans être éduqué parce que dans la famille, les valeurs ne sont pas là. Monsieur Seybil, le moment est arrivé. Donc, je dis la question de l'éducation est fondamentale. C'est vrai qu'on a abordé beaucoup d'aspects parce que l'avenir de la société passe forcément par cette institution-là, l'éducation. Et il ne faut pas oublier le fait qu'aujourd'hui, en Afrique, enfin dans le monde, quand on regarde par exemple dans les pays sous-développés, 9 enfants sur 10 ont accès à l'école. Mais quand on dit cela, on est très loin de penser qu'il y a déjà 57 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Si vous voyez, 57 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Et la moitié de ces 57 millions-là se retrouvent en Afrique subsaharienne, si vous voyez. Et en Côte d'Ivoire, je n'ai pas les chiffres exacts, je pense que l'école institutionnelle qui est, j'allais dire, une institution qui prolonge l'effort d'encadrement de l'enfant doit être renforcée pour que les deux entités, la famille et l'école, accompagnent le processus de socialisation de l'enfant. C'est vrai, il y a des institutions sociales dont on a parlé, des centres sociaux et autres du tout. Moi, je me dis, si à Abidjan, vous avez dit tout à l'heure, il y a 9 centres, je me dis, le besoin d'être assisté, qui est visible, qui est palpable, devrait faire que les gens allaient toujours en rang devant ces centres. Si on n'a pas ces rangs-là et qu'en passant devant les centres sociaux, c'est désert, il y a un problème. Il faut sortir de ce modèle colonialiste qui fait qu'on fabrique des institutions qui attendent que ceux qui utilisent les résultats viennent. L'objectif de l'État, c'est d'avoir une famille qui a un visage plus radieux, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il faut aller au contact de la famille. Il faut sortir de cette possibilité bureaucratique-là et aller vers des familles, mais parler avec ces familles et communiquer largement, parce que je pense que la famille a besoin d'être aidée, et l'État, qui est le père même de la nation, doit se donner les moyens pour débusquer, j'allais dire, les problèmes des familles et faire en sorte que les citoyens qui sortent là partent dans la vie de la nation avec beaucoup plus de gaieté dans leur cœur. Merci à vous. Monsieur Wakili Alafé. Oui, je vous dis que les efforts ont été faits, comme il a dit, par rapport à la famille. L'homme n'est plus le chef de famille. On parle d'autorité parentale au lieu d'autorité paternelle. C'est déjà bien, mais je constate aussi que, bon, il y a certains droits que les femmes n'ont pas encore ici. Hein. Le droit à l'avortement, il faut le dire, ça fait que quelquefois, les avortements clandestins continuent de se faire. Heureusement, on n'enregistre plus des décès et des dégâts comme autrefois. La technique a évolué, mais ça se pratique. Pourquoi on n'assume pas pour donner librement ce droit à la femme? Ça peut entraîner dans d'autres considérations, mais la réalité est que les avortements clandestins continuent de se pratiquer de façon illégaux et clandestins. Et même si cela ne crée pas des drames, il faut songer à laisser la liberté au-delà de la contraception lorsque des situations embarrassantes arrivent pour les femmes qui ne veulent pas. Il faut créer les conditions de leur laisser cette liberté-là de faire le choix qu'il faut. Je voudrais m'arrêter là en soulignant que les efforts ont été faits et en même temps saluer à côté de ce que le gouvernement fait
les initiatives de la première dame, il faut le dire, pour les femmes, pour la famille et pour les enfants, parce qu'elle appuie ces efforts du gouvernement aussi. Alors moi, c'est la question que j'allais vous poser. Autonomisation de la femme, par exemple, à Anono, c'était une enveloppe de 10 millions, répartie entre au moins 200 femmes, je crois. Alors, il y a plusieurs paliers, mais ça veut dire que l'objectif, c'est vraiment de rendre la femme autonome. Avec la somme qu'on lui donne, on est persuadé que si c'est bien géré, elle sort de la précarité ou bien elle peut se prendre en charge. C'est des expériences réussies ailleurs qu'on entend dupliquer tout simplement à Anono. Ça permet aux femmes de sortir de la précarité. Pour évoluer, j'ai envie de dire, le ministère de la Femme, Famille et Enfants fait beaucoup. Et tout ce qu'on dit ici, ce sont des choses réelles que vous pouvez vérifier. Dans le même temps, les difficultés ne manquent pas, il y en a suffisamment. Beaucoup de ces centres sociaux ne disposent pas de tous les moyens qu'il faut pour réagir. D'ailleurs, je me suis trompé sur les chiffres. Il y a 9 complexes socio-éducatifs, mais les centres sociaux pourront seulement en disposer de 3. Il y en a un peu plus que ça. Bon, on peut toujours en traiter. Alors, donc, on a besoin que ce ministère-là soit mieux accompagné. Et l'un des indicateurs qui fera qu'on accompagnera mieux ce ministère, c'est lorsque les gens vont véritablement fréquenter ces centres sociaux. Et que nos rapports vont montrer que, sur un ratio de population, voici la quantité qui fréquente ces services sociaux-là et qui exprime tel ou tel besoin. En ce moment, les services budgétaires qui accompagnent les actions de l'État sauront doter et créditer ce ministère-là des moyens qu'il faut pour qu'il continue de prendre soin des familles. Mais il ne s'agit pas seulement de lui. Il s'agit de beaucoup d'autres ministères, beaucoup d'autres entités. Le ministère de la Justice a en son sein un service d'assistance judiciaire qui capte toutes les vulnérabilités, qui leur permet d'éviter des frais d'avocat, etc. Il y en a comme ça. Mais il faut les visiter pour que ça monte le niveau et que l'État puisse créditer et renforcer véritablement ces actions de ce ministère. Je me réjouis parce que notre ministre peut le faire, peut montrer qu'il y a des choses qui sont faites. Là où nous, on va dans le terrain, qu'on n'est pas accompagné par des caméras, si elle sort autant de fois et qu'on voit avec les caméras qu'elle sort, c'est sûr qu'on va nous accompagner véritablement. Très bien. Alors moi, j'aimerais, juste avant de remercier mes invités d'avoir été là, attirer votre attention sur une réalité. C'est vrai qu'il y a peut-être un déficit de communication, mais est-ce que vous reconnaissez, vous intéressez à vos différents ministères? Ça, c'est une question. Il y a énormément de ministères. Est-ce que vous savez ce qu'ils font? Alors moi, dans le cadre de la préparation de cette émission, de manière non exhaustive, j'ai listé quelques ministères en me disant, mais est-ce qu'on prend le soin de s'y intéresser? Je vous dis, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mme Mariétou connaît. Alors pourquoi est-ce qu'un enfant n'irait pas à l'école avec un ministère dédié à l'éducation? Je parle du ministère du Commerce, du Commerce, de l'Industrie, de la promotion des PME, avec M. Souleymane Diarra-Souba. Alors, pourquoi ne pas parler d'autonomisation, sachant que l'objectif, en ce qui concerne les PME, c'est par définition d'aider à la création de PME. Est-ce que vous vous y intéressez réellement? Je vous cite également le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Est-ce que vous êtes assuré? Est-ce que vous êtes allé à l'information? Ce sont les réalités. Il devrait y avoir 0 décès pour faute de santé, faute d'argent. Et ça, c'est le ministère de M. Pierre Demba. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Alors, lorsqu'on a cette dignité dernière qu'il nous reste et qu'on est dans la précarité, il y a des écoutes, il y a des opportunités. Lorsqu'on est dans l'indigence jusqu'à devoir mourir, il y a des solutions. Mais pour ça, il faut déjà savoir et s'intéresser aux ministères concernés. Et je vais terminer avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Emploi, vous ne travaillez pas, vous pouvez vous faire inscrire. Il y a des aides, il y a des assistances. Et puis le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfant, on en parle. L'enfant, sa place, ce n'est pas dans la rue. Sa place, c'est dans un foyer, dans une famille. On parle également donc de la femme, violence faite aux femmes, on en a parlé ici. Ça veut dire que ça ne devrait plus exister. Des ministères sont dédiés à cela. Donc moi, je pense qu'il y a une répartition de responsabilités qu'il faut absolument donner. Donc la famille est la première société naturelle de tout citoyen. Et c'est cette famille-là qui vous assiste et qui vous relève avec patience. En tout cas, je remercie mes invités ce soir d'être venus sur notre plateau. Je rappelle que nous étions donc avec M. Lat Didier, secrétaire exécutif de l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire,
Nous étions avec M. Jean-Marc Agnero. Vous êtes responsable ONG Génération sans divorce. Nous étions avec M. Seibitra Jamal, sociologue, et avec M. Alafé Ouekili, journaliste et directeur de l'Intelligent d'Abidjan. Messieurs, je vous remercie infiniment. Pour l'équité du genre, ce n'est pas respecté sur le plateau, mais ce n'est pas grave. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Et puis, surtout, intéressez-vous à vos différentes institutions et à vos différents centres d'écoute. Je vous dis bonsoir. Merci.